Je suis rentré en prison, j'avais 25 ans. Euh, ouais, un gros choc, ouais. Vraiment, je me sentais enfermée comme jamais je ne m'étais sentie enfermée. On te prend en photo, on prend les empreintes. Laisser sa carte d'identité, être fouillé, voir le nombre de portes qui ont été ouvertes, suivre des couloirs, des escaliers déserts. C'est impressionnant de voir le nombre de sas qu'il faut passer pour pénétrer dans la prison. Et puis on te déshabille, on te fouille, on te rhabille, on te redéshabille, on te refouille. Enfin, tu passes de pièce en pièce comme ça. Peu importe d'où tu viens, ce que tu as vécu, la première fois en prison, c'est un choc. Les clés qui se ferment, c'est un choc. Alors que tu sois coupable, pas coupable, quoi que tu aies fait, c'est marquant. J'ai le souvenir d'une ambiance lourde et sinistre. J'avais l'impression de pénétrer un peu dans un lieu sans vie et qui m'interrogeait sur ma présence et sur la rencontre qu'on pouvait y faire. J'ai une anecdote enfin, qui est intéressante. Il y a un collègue hollandais qui me disait que dans une prison en Hollande, ils avaient, avant que la prison soit remplie de détenus, ils avaient dit à la population locale, pour appréhender la prison, que le local appréhende la prison, etc., qui est volontaire pour passer 48 heures en prison. Plein de volontaires. Alors c'était pas dans les conditions vraiment de détenus, mais enfermés. Alors il y a plein de gens, ils nous racontaient qu'ils étaient venus avec des livres, trucs à faire, en disant je vais passer 48 heures comme dans un monastère, un peu de retraite spirituelle. Eh bien, il me disait qu'aucun n'avait tenu les 48 heures. Donc, c'est pour dire combien le fait d'être enfermé est un choc. Alors la privation de liberté, elle est nécessaire pour arrêter le passage à l'acte, notamment pour les actes les plus graves. Mais c'est vrai que c'est une forme de punition, et je crois qu'il faut garder les yeux ouverts là-dessus, et je pense que c'est nécessaire. En même temps, il faut surtout envisager l'incarcération comme un moment de construction personnelle. Et là, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de choses à faire dans les prisons françaises pour justement permettre à ce temps d'incarcération de mettre en place des outils qui permettent à chaque être de se construire ou de se reconstruire. Parce que la privation de liberté n'a de sens que si un travail réel est fait avec la personne. La personne, que l'on parle de la victime, que l'on parle de l'agresseur, que l'on parle de l'entourage de l'un ou de l'autre, on parle toujours de personne. Toutes les enquêtes d'opinion montrent que notre société est perçue comme de plus en plus violente. Alors, dans ce contexte de sentiment d'insécurité, quelles sont les bonnes questions à se poser? Comment trouver le bon équilibre entre sanction et réparation? Et surtout, comment identifier les points d'amélioration essentiels afin d'assurer une justice au service de nous tous, une justice au service de l'être humain? La loi qui va condamner les personnes est une loi qui ne va pas être comprise de la personne qui va être condamnée. Elle va peut-être comprendre l'acte pour lequel elle est accusée, mais pas forcément la loi qui va là. C'est deux choses différentes. Et le procès est un procès, c'est une mise en scène, c'est une théâtralisation de la justice, qui est peut-être nécessaire pour dire la justice dans notre pays, ça existe, voilà. Mais c'est une théâtralisation dans laquelle et la victime et l'accusé est extérieur, il est presque spectateur de son propre destin. Parce que les avocats ont dit à l'accusé, ben voilà ce que tu vas dire, si on te pose telle question, voilà ce que vous allez dire. Et la victime, pareil, son avocat va lui dire, voilà ce que vous allez dire, et voilà, le président va être comme ça, il va dire ça, vous lui répondrez ça. Donc c'est un rôle qu'on va apprendre, c'est une mise en scène. Et ça prend le pas, en fait, sur la réalité du vécu? Oui, exactement. C'est-à-dire que le système de la prison pousse le détenu généralement à s'éloigner de la réalité des choses, à s'éloigner d'une certaine vérité. Et donc, on devient égoïste en prison, on devient très très égoïste, parce qu'on pense
pense qu'on est les seuls au monde à souffrir, mais l'horizon de la responsabilité s'éloigne énormément. Alors justement, le coupable se sent victime. Qu'en est-il de la victime dans tout ce processus? La victime, elle est généralement oubliée. On en parle beaucoup. On parle d'une victime tout à fait fantasmée. C'est une sorte de paradigme, médiatique, la victime. La victime. Mais on dit la victime avec un grand V. Mais pas la victime, Madame Dupont, Monsieur Durand. La victime, c'est un visage. Comme d'ailleurs l'infracteur, il a un visage. C'est pas la victime, c'est pas le coupable. C'est beaucoup plus complexe. Et donc, elle est totalement oubliée. On dit qu'il y a 10% du temps d'un procès d'assises est consacré à la victime. Alors 10%, ça ne suffit pas pour se reconstruire. Il faut autre chose, il faut un autre processus. Manifestement, la victime a occupé l'essentiel de ma réflexion. Et je me suis senti, d'une certaine manière, un peu coupable d'avoir pu, à ce point, la négliger. J'ai voulu comprendre pourquoi, de mon point de vue, je l'avais occulté, comment les autres avaient pu l'occulter de la même manière, puisque personne n'en parlait vraiment. Et c'est là que, sans revenir dans l'histoire, alors qu'elle occupait une place importante, lorsque le système était simplement accusatoire, à défaut de victime, il n'y avait pas de poursuite, elle a été effectivement oubliée de nos procédures pénales pendant de longs siècles. La victime oubliée, ignorée par le système, un système terriblement abstrait, avec des formulations aussi déshumanisées que vous avez enfreint la loi, l'État vous poursuit, eh bien on empêche toute prise de conscience réelle de la souffrance infligée. Du coup, il n'est pas rare que les coupables, une fois derrière les barreaux, eh bien, se disent eux-mêmes victimes du système. Comment, dans ces conditions, s'attendre à ce qu'ils réalisent pleinement la portée de leurs actes? Et comment, surtout, imaginer, envisager un véritable changement de comportement pour le jour de la sortie? Une chose est sûre, c'est qu'à chaque agression, c'est la société dans son ensemble qui est défigurée. Il y a environ 30 ans, un concept a été élaboré par un pasteur ménonite américain, criminologue de son État, qui s'appelle Howard Zehr. Ce concept semble apporter des réponses et surtout permettre la cicatrisation de bien des blessures. Les pays anglo-saxons et le Canada qui utilisent ce concept font état de résultats impressionnants. Il s'agit de la justice restaurative. Je me suis trouvée entraînée dans cette expérience, avec scepticisme et réticence. Pour ma part, j'avais entendu parler des rencontres détenues-victimes lors d'un congrès au Canada. Et en fait, ça correspondait à quelque chose qui cheminait en moi depuis la fin du procès de l'agresseur de ma fille. Et je me disais que tout s'arrêtait au procès, mais en fait, après l'exécution de la peine, etc., qu'est-ce qu'on pouvait faire dans cette phase-là? J'avais besoin d'aller jusqu'au bout de quelque chose. Et puis aussi, comment aider à lutter contre la récidive. À cette époque-là, j'avais le sentiment qu'on ne pouvait pas remplir nos missions jusqu'au bout. C'est-à-dire que si la mission, c'est la prévention de la récidive, à l'époque, je voyais qu'on relâchait, parce que c'était la fin de la peine, des personnes qui avaient été incarcérées pendant de longues années, souvent d'ailleurs des agresseurs sexuels. Et on avait, nous, le sentiment, quand je dis nous, c'est les personnels pénitentiaires, du surveillant au directeur, on avait le sentiment que la personne n'avait pas pris conscience de la gravité des actes. Et donc on s'attendait effectivement à une récidive. Et quand la récidive intervenait, on l'apprenait par les médias, c'était un sentiment d'échec total, de culpabilité même, puisque nous, professionnels, finalement, n'avions pas été en mesure de faire ce qu'il fallait. Et quand j'ai rencontré la justice, les méthodes de la justice restaurative, qui sont en fait des méthodes qui permettent justement de travailler sur le sentiment de responsabilité, sur la prise de conscience, c'est ce vers quoi nous voulions travailler, puisque c'est ce qui nous manquait dans nos méthodes d'intervention. Et donc là, j'ai compris qu'en fait, en partant, puisque la justice restaurative part avant tout des victimes, du préjudice subi, de la souffrance ressentie, j'ai compris qu'en partant de la victime, on pouvait atteindre l'auteur. Moi, ma fille a été assassinée par son petit ami, dont elle venait de se séparer. Et à la veille d'un voyage qu'elle partait faire, est passé un acte. Et malheureusement,
Il a été reconnu irresponsable de son acte. À la suite de cette affaire, il y a eu un non-lieu. L'instruction s'étant arrêtée, je n'ai eu aucune réponse aux questions que je me posais sur les circonstances, sur le pourquoi, sur le comment. Et c'est une frustration énorme. De plus, je suis appelée aujourd'hui à le croiser fréquemment. Ma fille était en vacances dans un camp de toile et elle a été enlevée du camp puis retrouvée assassinée après 10 jours de recherche. Son corps a été découvert dans un bois, son corps calciné d'ailleurs a été découvert dans un bois. Donc son meurtrier a été arrêté au bout de 2 ans, puis jugé et condamné à perpétuité. Cette approche est sans doute aujourd'hui une approche tout à fait utile parce qu'elle va au-delà de ce que peut apporter le procès pénal. Il est nécessaire, mais il n'apporte pas tout ce qu'attendent et l'infracteur, et la victime, et leur communauté d'appartenance. Donc la justice restaurative est une belle promesse. Les questions que j'ai pu me poser n'ont pas forcément été posées au cours du procès puisqu'elles n'intéressaient pas la justice. C'était des questions d'ordre plus émotionnel, plus intime. L'impression que j'ai eue, c'était que les jeux étaient faits en avance et que les questions que je souhaitais poser et pour lesquelles j'avais besoin d'une réponse n'avaient pas de réponse. Le principe de la justice restaurative, c'est faire rencontrer la victime, l'infracteur et la société, qu'ils puissent se parler, même si ça n'aboutit à rien, qu'ils puissent se rencontrer, qu'un visage puisse rencontrer un autre visage. Et pour que la souffrance de l'un et de l'autre soit parlante, soit exprimée avec des mots, qui ne soient pas simplement des mots d'un code pénal, mais des mots d'un ressenti, des mots simples de tous les jours, des choses qu'on a envie de dire depuis très 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 longtemps, qu'on pense, enfin, que ce soit d'ailleurs l'infracteur ou la victime, dans les cauchemars, dans tout ça, qu'est-ce qu'on a pensé, à quoi on a pensé, pouvoir les dire, pouvoir que quelqu'un les écoute, autre qu'un avocat qui va être orienté sur une idée bien précise qui est la réparation civile, bon, mais que ça sorte, autre qu'un psy, parce que un psy, ça aussi, c'est un professionnel. Mais c'est pas une médiation non plus. Non, c'est pas une médiation parce que le but n'est pas d'arriver à un arrangement. Et ultimement, le but n'est pas non plus d'arriver à un pardon, même si ça peut éventuellement arriver à un accord de réparation, peut-être. Ça peut arriver à une demande de pardon. Mais l'essentiel, c'est ça. C'est un lien interrompu, et bien on va remettre les parties en présence ensemble. Et puis on va voir, on va discuter, on va parler. À ce stade, je crois qu'il est important de préciser que victime et infracteur ne se connaissent nullement. Ce n'est pas comme dans le cadre des médiations en cas de crimes graves tels que développés dans certains pays. Les infracteurs, pour avoir commis des faits proches de ceux qu'ont directement ou en la personne de leurs proches subi les victimes, ne se connaissent pas. C'est une condition sine qua non de ce dispositif-là. Donc les rencontres auxquelles nous avons participé étaient des rencontres dites indirectes, c'est-à-dire que les auteurs et les victimes ne se connaissaient pas. Mais la gravité des actes qu'ils avaient commis était équivalente à celle des actes subis parmi les victimes. Je n'aurais pas voulu rencontrer, moi, l'assassin de ma fille, parce que je me disais qu'aucun dialogue ne pouvait s'instaurer. Je me disais que ce n'était pas possible qu'il soit sincère avec moi. Je pense qu'on a été vraiment beaucoup plus sincères et que les détenus nous ont dit des choses qu'ils n'auraient peut-être pas osé avouer à leurs victimes ou aux proches de leurs victimes. Et alors en fait cette rencontre, c'est que l'auteur qui va avoir accès à la souffrance de la victime va quelque part avoir un effet de miroir, c'est-à-dire qu'il va se reconnaître dans cette souffrance. Et ça va lui faire remonter à sa souffrance interne à lui. Ça va lui permettre un cheminement. C'est quelque chose d'assez mécanique finalement. Et chez la victime, de comprendre que l'auteur finalement, il a des souffrances identiques à elle, elle va percevoir derrière celui qui est passé à l'acte, elle va faire en sorte qu'elle va comprendre que l'auteur ne se réduit pas à son acte, qu'il y a un être humain derrière qui a souffert et
ça ne justifie pas, mais ça explique. Ils nous ont dit que pour eux, la souffrance qu'ils avaient occasionnée se concrétisait par notre présence. Ils comprenaient ce qu'avaient pu endurer les familles de leurs victimes ou leurs propres victimes. Et je crois qu'ils se disaient bien que la victime avait souffert, mais ce n'était pas concret. Hein, c'est eux qui ont utilisé ce terme de concrétisation de la souffrance. Et de notre part, nous avons aussi compris combien eux souffraient. Ils ont osé nous dire leur propre souffrance et celle de toute leur famille. La confrontation du ressenti nous a permis de faire un pas les uns vers les autres, et que ça me paraît fondamental. Pour que les victimes et puis éventuellement les criminels aussi trouvent une certaine paix, il faut que cette confrontation ait eu lieu. Alors, les réunions, la première réunion en tout cas, et les autres ont suivi, a été évidemment une réunion particulière, et une consigne, dans le fond, avait été donnée aux condamnés en provenance des victimes qui ne souhaitaient pas leur serrer la main. Bon, légitime, encore une fois, ce sont elles qui sont détentrices du dispositif. Bon, les choses se passent différemment. Les détenus qui attendaient, on l'a su après, très anxieux, dans une pièce à côté, nous rejoignent. On se lève spontanément, animateurs et représentants de la société civile, en particulier mon collègue Paul et moi-même, qui avons travaillé en milieu pénitentiaire, nous serrons la main aux détenus, bien sûr. Et dans la foulée, l'un d'entre eux a fait le tour de la table. Et les victimes ont pris cette main qu'on leur tendait. Et l'une d'entre elles a estimé devoir s'exprimer tout de suite, avant même que l'animateur ait pu rappeler quel était l'objectif, etc., pour dire: quand vous êtes entrés dans cette salle, j'ai vu apparaître des êtres humains. Et c'est à ce titre-là que j'ai accepté de vous serrer la main. Et là, c'est vrai que c'est magique. Et on s'est dit, bon, c'est la première minute, on a 6 séances derrière, on sait qu'il y a des moments qui vont être compliqués par expérience étrangère, mais on s'est dit, je me suis dit en tout cas, ça commence véritablement comme on le souhaite. On a vraiment eu des témoignages directs, vivants, et on a pu vraiment mesurer tous les aspects positifs de ce dispositif, sachant qu'en fait, on n'a pas vu un seul aspect négatif. Et quand on peut comprendre les craintes qu'il peut y avoir sur ce type de dispositif, mais on ne les vérifie aucunement. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun inconvénient, aucun effet secondaire négatif, si je puis dire. Il n'y a que de la réparation des deux côtés, des choses qui s'apaisent, des choses qui sont soulagées. Les participants changent. L'évaluer de manière quantitative, voire même qualitative, ça devient discutable. Mais tous ont changé, y compris les participants professionnels. On ne ressort pas d'une expérience comme celle-là, comme on y est entré. Et moi, je sors renforcé de cette expérience, dans mes convictions précisément, en vertu desquelles, si l'on ne remet pas les gens qui le souhaitent exposés à des violences extrêmes, dans la possibilité d'entrevoir une réconciliation avec elle-même et avec l'autre, on ne fera jamais avancer la question pénale au sens large. Donc, moi, je pense que je ne suis pas du tout convaincu de ceux qui sont pour l'abolition de la prison. Je pense que la prison est nécessaire. Je pense que la punition est nécessaire. Simplement, il faut que ce soit une punition qui permette à la personne de se construire ou de se reconstruire. Je pense que l'enfermement après les crimes commis est une chose tout à fait normale et qui se justifie. Ils ont quelque part pris l'essentiel d'autres vies, que ce soit sous la forme d'agression sexuelle ou de meurtre. Donc, quelque part, c'est normal aussi qu'on leur prenne quelque chose, la liberté. L'un d'eux nous a dit que ça faisait 10 ans qu'il était en prison et qu'il lui avait fallu ces 10 années pour enfin accepter de ne plus se considérer lui-même comme une victime, mais comme un meurtrier, et qu'il avait fallu tout ce temps pour qu'il accepte de faire un travail sur lui-même. J'ai découvert la dureté d'une vie en prison,
Les détenus nous disaient qu'il fallait être dur et fort pour y survivre. Et puis en moi-même, je me disais, mais ils sont là depuis 10 ans, ils ont encore 10 ou 20 ans de prison à vivre ça. Et comment on peut être après 10-20 ans où on joue un rôle de dur sans jamais pouvoir avouer ses faiblesses ni se montrer faible. Je me dis, on ne peut pas en sortir normalement. Il y a des limites à l'enfermement, qu'il y a un moment où les choses basculent et où l'enfermement devient plus criminogène que curatif. Mais en réaménageant peut-être le système de justice pénale en général, on pourrait offrir à la justice véritablement ce qu'elle promet, c'est-à-dire une authentique œuvre de justice, resocialiser l'un, réparer l'autre et rétablir la paix sociale. C'est-à-dire revenir à ce que Platon appelait l'harmonie sociale, tout simplement. Mettre quelqu'un en prison faible, ok, mais on doit donner les possibilités à la personne de pouvoir se découvrir et se reconstruire, ou se construire. Je souhaite avant tout que ces rencontres puissent se poursuivre et que ce ne soit plus simplement une expérience isolée, au bénéfice et des détenus et des victimes. Je dis toujours que je suis né en prison. C'est vrai. Je pense que je suis né en prison. En tout cas, mon éducation, je l'ai fait en partie en prison. Je n'oublie pas leur visage, je n'oublie pas leurs interrogations. J'ai une certaine envie d'avoir de leurs nouvelles. Le succès de la réinsertion dépend quand même du regard de la société vis-à-vis d'eux. Je souhaite qu'ils s'en sortent, oui. Et j'espère qu'ils vont s'en sortir. Enfin, je leur fais confiance pour ça.